On commence nouvelle série de correction des exercices concernant les examens proposés aux sessions normales et rattrapage de 2017 pour les sections PC, et toujours concernant la deuxième unité, l'information génétique. Et on commence par la session normale 2017 PC. Donc vous avez ici le document, c'est-à-dire l'examen pour votre test. Essayez de résoudre cet examen avant de commencer la correction. Il existe deux lignées de la caille japonaise, Coreonyx japonica. Lignée à plumage tacheté noir-blanc, noir-brun, et lignée à plumage tacheté rouge-jaune. Pour déterminer la cause de la différence de couleur du plumage chez la caille japonaise, des études ont été menées sur deux allèles du gène MC1R, un allèle normal codant la synthèse des pigments de mélanine, responsable du plumage tacheté noir-brun, et un allèle muté codant la synthèse des pigments de phéomélanine, responsable du plumage tacheté rouge-jaune. Le document 1 présente une partie du bras non transcrit, remarquez ici, non transcrit, de l'allèle normal chez la caille japonaise. Le voilà. À partir de la position 225, c'est-à-dire le triplé 225 jusqu'au triplé 234. Et là, on vous donne un tableau, c'est-à-dire qui présente le code génétique. En utilisant le tableau du code génétique, document 2, donnez le brin d'ARN M et la séquence d'acides aminés correspondante à la partie de l'allèle codant la synthèse du pigment de mélanine du triplet 225 au triplet 234. Donc, ce qu'on a à faire, bien sûr, c'est d'écrire un nouveau brin d'ADN, bien sûr le brin transcrit, à partir du brin non transcrit, qui sera bien sûr son complémentaire. Donc voilà le brin non transcrit qu'on nous donne ici. Le brin transcrit, on réalise par la complémentarité des brins. De là, bien sûr, on va avoir la séquence d'ARN M, la voilà. Et bien sûr, grâce au tableau, on peut avoir la séquence des peptides ou des acides aminés, en cherchant bien sûr les codons qu'on a ici, à quoi elles correspondent au niveau du tableau. Par exemple, CAG, elle correspond à la glycine, là voilà la glycine, etc. Une mutation par délétion de plusieurs nucléotides. Alors remarquez ce qu'on vous donne ici. Une mutation par délétion, c'est-à-dire il y a une suppression. Mais le nouveau, c'est qu'il y a plusieurs nucléotides. Non pas un seul nucléotide, mais plusieurs nucléotides. Donc faire attention à ce que vous lisez. Au niveau du gène MC1R, conduit à l'apparition d'un allèle mutant contrôlant la synthèse du pigment phéomélanine. Le document 3 montre une partie du brin non transcrit de l'allèle mutant et la séquence des acides aminés lui correspondante. Déterminer l'emplacement et le nombre des nucléotides perdus. Donc lorsqu'on vous demande l'emplacement, c'est-à-dire dans à quelle région, dans quel locus, 225, 226, où. Et le nombre de nucléotides, c'est-à-dire il y a plusieurs nucléotides. Donc le nombre de nucléotides, 3, 4, 5, 6, combien? Il y a bien sûr suppression de nucléotides par cette délétion. Donc déterminer l'emplacement et le nombre des nucléotides perdus par délétion, qui est à l'origine de l'apparition de l'allèle mutant, puis montrer la relation caractère-gène. Donc pour cela, bien sûr, on doit faire comme dans le premier cas, c'est la première réponse, chercher le brin d'ADN transcrit, puis l'ARN M, et ainsi de suite, on cherchera bien sûr la séquence des acides aminés. Donc là, c'était pour le cas normal. Bien sûr, pour montrer la relation, on doit faire bien sûr la comparaison. Donc là, c'est pour le cas normal. Et là, c'est pour le cas muté. Donc on a ici CAGCC, voilà CAGCC, etc. Donc là, c'est le brin non transcrit. Donc de là, on tire le brin transcrit, puis bien sûr l'ARN M correspondant. Et ainsi, on va chercher
la séquence des acides aminés qu'on a ici, bien sûr. On nous demande de montrer la relation caractère-gène. Pour cela, on doit bien sûr faire la comparaison entre les deux. Si on compare la chaîne peptidique normale avec celle qui est anormale, vous voyez bien, elle est plus ou moins courte. On a la glycine, la proline, la thréonine, alaline, proline, alaline, mais ici on a les isoleucines, tyrosine, etc. Donc là, il y a une modification. Donc on doit chercher à ce niveau-là ce qui se passe. Alors remarquez, dans le cas du brin transcrit, on a GTC, GTC, GGG, voilà, TGG, CGT. Mais on a ici TAG. Donc on doit chercher CGT dans cette série-là. Alors CGT, là voilà, CGT. Puis GGT, voilà, GGT. Donc à ce niveau-là, il y a bien sûr délétion d'un grand nombre de nucléotides, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc disparition ou délétion de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucléotides. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a bien sûr disparition de 7 nucléotides TAG, ATG et G, pour qu'il y ait CGT que voilà. Donc, cette délétion de 7 nucléotides a permis bien sûr un décalage et élimination de certains acides aminés. Donc, la comparaison montre la délétion de 7 nucléotides, les 6 nucléotides des triplés 228 et 229, avec le premier nucléotide du triplet 230. Donc, il y a TAG, TATG et G. Du brin transcrit d'ADN, ou bien sûr ATC, TACC du brin non transcrit. Donc, n'importe quelle réponse que vous donnez sera bien sûr considérée comme correcte. Et bien sûr, cela montre qu'il y a une relation entre le caractère et le gène, parce que toute modification du gène a entraîné bien sûr une modification au niveau du gène. Le premier gène, c'est-à-dire le normal, a donné une coloration E-mélanine, alors que le gène muté a donné le pigment phytomélanine. Donc ceci montre qu'il y a une relation entre le caractère et le gène. Puisque le gène normal a donné un pigment E-mélanine, par contre le gène anormal, c'est-à-dire muté, a donné le pigment phytomélanine. Donc de la mutation par délétion de cette nucléotide résulte un changement de la séquence nucléotidique de l'allèle codant la synthèse du pigment de mélanine, entraînant ainsi la synthèse d'un nouveau pigment qui est le phytomélanine, d'où l'apparition du plumage tacheté rouge-jaune. Donc changement de phénotype. Donc il y a une relation entre le gène et le caractère. La caille japonaise se caractérise par une diversité de couleurs des œufs, ainsi que par la possibilité d'être atteinte par le diabète insipide, une maladie héréditaire caractérisée par une soif excessive et une excrétion de grandes quantités d'urine. Afin d'étudier le mode de transmission des deux caractères, vous voyez ici on vous donne deux caractères, la couleur des œufs et la maladie du diabète insipide chez des lignées de la caille japonaise. L'une qui pond des œufs de couleur bleue est atteinte par le diabète insipide et l'autre qui pond des œufs de couleur verte est non atteinte par le diabète insipide. On propose l'exploitation des résultats des deux croisements suivants. Comme premier croisement, entre deux lignées pures et lignée qui pond des œufs de couleur bleue est atteinte par le diabète insipide, et lignée qui pond des œufs de couleur verte et non atteinte par le diabète insipide. La première génération F1 obtenue est constituée d'individus qui pondent des œufs de couleur bleue et non atteints par le diabète insipide. Le deuxième croisement entre des individus F1 a donné une génération F2 composée d'eux. Donc voilà les résultats qu'on vous donne. 10 individus qui pondent des œufs vertes et sont atteints par le diabète, 33 pondent des œufs vertes
mais ne sont pas atteints par le diabète. 33 pondent des œufs bleus et sont atteints par le diabète. Et 89 pondent des œufs bleus, mais ne sont pas atteints par le diabète. Alors, comme question, en analysant les résultats des deux croisements, montrez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Donc, puisque ici on utilise deux caractères, donc on est dans le cas du dihybridisme. Après le premier croisement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Puisque la génération F1 obtenue présente des caractères d'un des parents, ça prouve que ces caractères sont dominants. Donc il y a dominance des deux caractères, c'est-à-dire les œufs de couleur bleue dominent ceux de couleur verte et non atteints de diabète dominent bien sûr le phénotype atteint de diabète. Et puisque la génération est homogène, donc les deux parents sont de lignée pure d'après la première loi de Mendel. Pour le deuxième croisement, puisqu'on a ici un croisement entre F1, entre hétérozygotes, on a ici un F2, une génération hétérogène composée de 4 phénotypes. Si on fait les calculs, on peut avoir ici 9, 3, 3, 1. Donc, puisqu'on a ici on a 9, 3, 3, 1, donc il s'agit de gènes indépendants, donc non liés, c'est-à-dire indépendants, donc portés par deux chromosomes différents. Alors, ce que vous pouvez écrire, mais si on est dans un cas de dihybridisme, car il y a étude de la transmission de deux caractères héréditaires, puisque F1 est homogène, la première loi de Mendel est vérifiée, donc hérédité non liée au sexe. Tous les individus F1 pondent des œufs bleus et non atteints par le diabète insipide, ce qui prouve qu'il y a dominance de l'allèle couleur bleue des œufs qu'on note grand B par rapport à l'allèle de couleur verte qu'on note petit b, et dominance de l'allèle responsable de l'absence du diabète qu'on note D par rapport à l'allèle responsable de l'apparition du diabète insipide qu'on note petit d. Ça, c'est du premier croisement. Du deuxième croisement, c'est-à-dire la descendance du deuxième croisement est constituée de 4 phénotypes répartis comme suit. Vous voyez ici, si on fait les calculs, c'est-à-dire le pourcentage, on trouve ici 51,8, c'est-à-dire 9 16e. Là, c'est 3 16e, 3 16e et 1 16e. Donc, l'obtention des fréquences 9, 3, 3, 1 à partir des croisements F1 fois F1 permet de dire que les gènes étudiés ne sont pas liés, mais ils sont indépendants, c'est-à-dire portés par deux chromosomes différents. Puis on vous demande de donner l'interprétation chromosomique des deux croisements en justifiant votre réponse par un échiquier de croisement. Donc, l'interprétation du premier croisement, P1 fois P2, donc d'après les données qu'on a, les voilà, c'est-à-dire comme phénotype. Vous voyez ici le P1, lignée qui pond des œufs de couleur bleue, c'est-à-dire dominant, et atteint par le diabète récessif. Donc grand B, petit d, et l'autre grand D, petit b. Ainsi, le génotype sera petit d, puisqu'ils sont homozygotes, donc petit d, grand B, ainsi pour l'autre. Donc ces individus qui sont homozygotes vont donner seulement 100% d'un seul gamète, d'un seul type de gamète, c'est petit d, grand B, et celui-là grand D, petit b. La rencontre des gamètes va donner grand D, grand B, petit b, donc l'apparition de grand D, grand B, 100%. Donc ceci est conforme au résultat qu'on a ici. L'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc on a F1 fois F1, leur phénotype, le voilà, leur génotype, le voilà. Alors ce génotype, bien sûr, qui est hétérozygote, va permettre d'avoir 4 types de gamètes. Puisque les gènes sont indépendants, on va avoir le même pourcentage pour ces gamètes, c'est-à-dire un quart, un quart, un quart, un quart. Et grâce à ces données, bien sûr, on peut réaliser l'échiquier qu'on a ici. Et en remplissant l'échiquier, on peut observer qu'on obtient bien sûr des résultats théoriques suivants. Grand D, grand B, 9 16e, petit d, grand B, 3 16e, grand D, petit b, 3 16e, et petit d, petit b, 1 16e, ce qui est conforme aux résultats expérimentaux obtenus tout à l'heure. Maintenant, on va voir la collection de
la session de rattrapage 2017 pour les PC. Donc vous avez ici l'exercice, vous pouvez arrêter la vidéo pour le réaliser, sinon on commence la correction. Pour étudier certains aspects de la transmission et l'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. Au cours de chaque cycle cellulaire, la cellule subit un ensemble de phénomènes biologiques qui interviennent dans le maintien de l'information génétique lors de sa transmission d'une cellule à une autre. Pour mettre en évidence un de ces phénomènes ainsi que son importance, on propose l'expérience suivante par le document numéro 1. Les bactéries PA possèdent une protéine membranaire nommée MEX-AB-OPRM qui joue le rôle d'une pompe qui rejette les macrolides à l'extérieur des bactéries PA. Le document 2 présente la concentration de cette protéine membranaire chez les deux souches bactériennes PA étudiées. Remarque, la thymidine est utilisée dans la synthèse d'ADN. Alors, comme question, expliquez les résultats de l'expérience du document 1 en justifiant votre réponse à l'aide d'un schéma adéquat du phénomène biologique mis en évidence. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater d'après ce document 1? Donc, si on met un plantule de fèves dans un milieu radioactif, on constate qu'il y a des chromosomes qui sont radioactifs. C'est-à-dire que la thymine radioactive a été intégrée dans la duplication ou la synthèse de l'ADN. Et ces chromosomes sont totalement radioactifs. Par contre, si on transmet ce plantule dans un milieu non radioactif, c'est-à-dire contenant de la thymidine non radioactive, on constate qu'il y a une variation ou il y a une modification de l'aspect des chromosomes. Là, totalement radioactif, les deux chromatides sont radioactifs. Par contre, ici, seulement un seul chromatide radioactif, l'autre n'est pas radioactif. Donc, on peut expliquer cela par l'intégration de la thymine radioactive lors de la synthèse de l'ADN. Donc, il y a comme phénomène, c'est la réplication de l'ADN. Donc, pour cela, bien sûr, il faut que l'ADN, les deux brins d'ADN se séparent et qu'un nouveau brin complémentaire du premier doit être fabriqué ou synthétisé. Donc, lorsqu'on transfère une plantule de fèves d'un milieu normal à un milieu riche en thymidine radioactive, il y a insertion de la thymidine radioactive dans l'ADN au cours de sa réplication, ce qui permet l'obtention de molécules d'ADN ayant un brin radioactif. Ainsi, les deux chromatides des chromosomes métaphasiques sont radioactifs. Alors que le transfert de la plantule de fèves précédente dans un milieu normal non radioactif, il y a insertion de la thymidine radioactive dans l'ADN au cours de sa réplication, ce qui permet d'obtenir ou permet l'obtention de deux types de molécules d'ADN. L'une dont un brin est radioactif, l'autre avec les deux brins non radioactifs. C'est-à-dire que l'un des deux chromatides de chaque chromosome métaphasique est radioactif. Donc, comme schéma, on peut donner celui-là. Voilà donc l'ADN, les brins d'ADN parentaux, l'ADN parental. Lors de la réplication, bien sûr, au niveau des yeux de réplication, il va y avoir séparation des brins et bien sûr, intégration des nucléotides ou de nouveaux nucléotides pour former un nouveau brin. Ainsi, pour chaque brin ou nouveau brin d'ADN néoformé, il va contenir un brin parental ancien et un brin, bien sûr, nouvellement synthétisé ou néoformé. Le Xerma pegamentosom de type B, noté XPB, est une maladie génétique rare caractérisée par une hypersensibilité aux rayons ultraviolets et provoque des lésions au niveau de la peau et des yeux qui peuvent évoluer en cancer. Cette maladie est la conséquence de la perte des cellules et leur capacité à réparer les erreurs au niveau de l'ADN. Les ultraviolets provoquent des modifications de la structure de l'ADN en formant des liaisons covalentes entre deux thymines successives du même brin de l'ADN.
à l'état normal. Cette aberration est corrigée par l'intervention d'une enzyme appelée ERCC3 avant la duplication de l'ADN. Le document 2 résume le mode d'action de cette enzyme. Le document 3 présente la séquence nucléotidique d'une partie du gène codant pour l'enzyme ERCC chez un individu sain et un individu atteint de XPB, et le tableau 4 donne un extrait du code génétique. Vous avez ici les documents. En utilisant les documents 2, 3 et 4, déterminez la séquence des acides aminés correspondante à chaque partie du gène contrôlant la synthèse de la protéine ERCC chez les deux individus étudiés et expliquez l'origine génétique de cette maladie étudiée. Donc, remarquez ici, pour le brin d'ADN, les deux T, thymine successives, il y a une relation, il y a une liaison covalente entre les deux. Et celle-ci, bien sûr, va être corrigée par l'enzyme ERCC3 pour, bien sûr, libérer cette liaison covalente et libérer ainsi les T, les thymines, pour que l'ADN redevienne normal. Alors, pour déterminer la séquence des acides aminés, bien sûr, pour l'individu sain et l'individu atteint, on doit bien sûr chercher la séquence d'ARN M, puis la séquence d'acides aminés en se basant sur le brin transcrit. Alors donc pour le brin transcrit, pour l'individu normal et pour l'individu atteint. Donc vous voyez ici, on a ici la succession des acides aminés, proline, thréonine, cytosine, cystéine, asparagine. Alors en comparant les données qu'on a ici, bien sûr on constate qu'il y a une modification au niveau du triplet 67, il y a une modification ou une substitution du nucléotide G par A, ce qui a entraîné la modification ou la substitution de l'acide amine thréonine par isoleucine. Donc cette modification a entraîné une modification de la protéine, c'est-à-dire l'enzyme ERCC3, ce qui entraîne l'apparition de la maladie. Donc ceci bien sûr peut expliquer l'origine génétique de cette maladie. La mutation par délétion du nucléotide G par A au niveau du triplet 67 du brin transcrit de l'ADN permet la synthèse d'une protéine ERCC3 inefficace, qui est bien sûr ERCC3 incapable de réparer les erreurs au niveau de l'ADN, d'où l'apparition de la maladie XPB. Je vous laisse ici un examen proposé en 2018 à réaliser chez vous. Alors, essayez de répondre à ces simples questions pour vous tester aux examens prochains. Moi, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. S'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans le commentaire.